Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu en audience la ministre italienne de l'Université de la Recherche, Mme Anna Maria Bernini, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Également dans l'actualité, Djibouti réaffirme sa vocation de plateforme portière stratégique, consolidant ainsi son rôle de hub logistique incontournable à l'entrée de la mer Rouge. Et dans l'actualité régionale et internationale, les dirigeants africains ont réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité en Somalie. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par cette entrevue entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et la ministre italienne de l'université. Madame Anna Maria Bernini, l'audience entre le chef de l'État et la ministre italienne de l'université a servi de cadre d'identification aux volets complémentaires de coopération dans des secteurs stratégiques entre Djibouti et l'Italie, notamment l'échange académique, la promotion de la recherche scientifique, l'éducation, l'agrotech, l'intelligence artificielle et l'énergie verte. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh et la ministre italienne de l'Université de la Recherche ont mis en exergue l'importance de renforcer la collaboration prometteuse pour stimuler l'innovation, le développement des compétences et la croissance durable au profit des deux pays. Et à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, la ministre italienne s'est exprimée. Elle a mis à profit le rôle pivot que joue la République de Djibouti pour le renforcement de l'éducation et la promotion de la recherche scientifique, renforçant ainsi les partenariats dans les secteurs stratégiques, le renforcement des savoir-faire. Elle a exprimé ses remerciements également pour le précieux appui de la République de Djibouti, apportant aux forces ASPIDS pour protéger les navires, préserver la liberté de navigation en mer Rouge, de lutter également contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la lutte contre la piraterie maritime dans cette partie du monde. Étant également présent à l'audience, le ministre de l'Énergie et ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche par intérim, Dr Jama Mohamed Hassan, s'est exprimé en ces termes. Cette délégation est conduite par Madame la sénatrice Anna-Maria Bernini, qui est la ministre des Universités et de la Recherche en Italie. Madame la ministre a été reçue en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les discussions ont porté sur le renforcement et le raffermissement de la coopération déjà existante entre l'Italie et Djibouti, notamment, comme elle a dit, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'échange des étudiants, des chercheurs et la mise en place de projets de recherche communs. Bien entendu, le secteur de l'agriculture a été abordé aussi, l'échange des techniques dans le milieu aride, l'agriculture dans le milieu aride, et bien entendu le secteur de l'énergie, à savoir la géothermie et les technologies marimotrices. Madame la ministre est venue hier en visite officielle de 48 heures. Elle a été aussi rendre visite aux forces italiennes stationnées à Djibouti. Et donc, on a discuté aussi avec le chef de l'État de la sécurité dans notre région avec la participation de la marine italienne aussi aux forces ASPID. Il y a une frégate italienne qui est actuellement là et que la sénatrice a visité aussi. Donc, voilà un peu les points qui ont été abordés durant cette audience. Et place cette fois à cet entretien exclusif avec le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Au menu de cet entretien, la sécurité maritime, les grands projets d'infrastructure et les perspectives économiques pour le pays. Président, dans un contexte où les routes maritimes internationales sont confrontées à des défis sécuritaires sans précédent, et alors que les tensions en mer Rouge redessinent les équilibres géostratégiques de la région, quel message souhaitez-vous adresser à la communauté maritime internationale sur la fiabilité des Djibouti,
en tant que plateforme logistique sûre et de confiance. Pensez-vous que cette situation renforce l'importance stratégique de Djibouti et comment les ports et les zones franches se préparent-ils à saisir les nouvelles opportunités qui en découlent? C'est vrai, nous traversons une crise difficile qui n'était pas prévue, surtout pour le détroit des Bab el-Mandeb, qui est littéralement un des pays riverains décide de taxer tous les navires qui passent. Et lorsqu'on taxe les navires, c'est un transporteur, transporte des marchandises qui appartiennent à des propriétaires des marchandises. Il répercute tous les coûts du fret maritime. Et on est passé de 3 000 à 10 000 dollars par conteneur pour les pays de la région. Donc, je pense que nous, on va aussi, on ne peut pas absorber ces charges. Et on réfléchit comment ne pas travailler à perte. Donc, les ports de Djibouti sont là, comme avant, pour accueillir les navires. Les ports de Djibouti ont été toujours prêts. On a toutes les facilités nécessaires. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, nous avons au total 6 ports. On avait seulement un seul port avant. C'est celui-là, là où on est assis aujourd'hui. On en a ajouté 5 autres. Des ports en eau profonde, bien équipés. Donc, on est prêt à accueillir tout business qui nous demande nos services. Nous, on est prêts, mais on n'a pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe en tant qu'entité commerciale. Et nous avons assez de ports pour servir tous les pays de la région. Nous n'avons pas l'intention de surinvestir et de créer et de construire d'autres ports, d'autres zones franches. Donc, on essaie déjà d'utiliser au mieux les infrastructures qu'on a construites. Et ça va prendre, pour remplir, ça dépend de l'économie mondiale, de l'économie de la région. Cette fois, cette synthèse portant sur la chronique consacrée aux efforts consentis par Djibouti pour la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb. Oui, Madame Fardous, 29 km, c'est la largeur du détroit de Bab el-Mandeb. À son point le plus étroit, 29 km d'eau entre l'Afrique et l'Arabie. Et dans ces 29 km, chaque jour passe 60 à 80 navires, 12% du commerce mondial, du pétrole, du blé, des conteneurs par milliers. Et donc cet été, ces passages a vacillé. Alors, cette semaine, une chose est sûre, Djibouti n'est plus un simple spectateur en mer rouge, c'est un acteur. La présidence l'a redit avec fermeté, le détroit de Bab el-Mandeb appartient au droit international et pas à un seul pays. Toute tentative d'imposer un péage aux navires qui le traversent serait pour Djibouti une atteinte à la souveraineté des États riverains, au commerce mondial, à la stabilité de toute la région. Et les faits suivent le mot. Un nouvel accord vient d'être signé avec la mission navale européenne, Aspides. Concrètement, les ports djiboutiens et les infrastructures du pays seront mis à disposition pour protéger les navires marchands qui naviguent en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Al Jazeera récemment a consacré un reportage à ce travail, la modernisation des gardes-côtes djiboutiens, le développement des ports, l'effort pour sécuriser un passage par lequel transite près de 12% du commerce mondial. Autre étape, à Riyad, cette fois le lancement d'une alliance navale défensive multinationale à l'initiative de l'Arabie Saoudite, des dizaines de pays réunis autour d'un même objectif, partager le renseignement, coordonner les opérations, protéger les grandes routes maritimes. Autre point, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, y a pris part. Son message a été clair face aux menaces qui pèsent sur la navigation en mer Rouge. Aucun pays ne peut agir seul. Alors une question se pose, pourquoi Djibouti est-il à chaque fois dans la pièce?
La réponse tient une position géographique, des infrastructures modernes et une diplomatie qui ne dort jamais. Semaine après semaine, le pays le prouve dans une mer Rouge sous tension. Ce sont le droit, la coopération et le dialogue qui protègent le mieux une route stratégique pour l'économie du monde entier. Et dans l'actualité également, nous allons en Ouganda, où le ministre de la Défense par intérim, M. Omar Abdi Saïd, a représenté le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au sommet extraordinaire des pays fournisseurs de contingents de personnel de police à la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, le SOM, qui s'est tenu le 31 juillet dernier à Kampala. Réunissant les chefs d'État, de gouvernement des pays contributeurs ainsi que les hauts responsables de l'Union africaine, ce sommet était consacré à l'avenir de l'OSOM, à la transition sécuritaire en Somalie et aux conditions nécessaires à la poursuite efficace de la mission. Dans son allocution, le ministre a souligné la portée stratégique des travaux de ce sommet. On reste toujours en Ouganda où le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du ministère de la Défense, a conduit la délégation de haut niveau de la République de Djibouti à Kampala à l'occasion du deuxième sommet extraordinaire du pays contributeur de la troupe de mission de soutien de la stabilisation de l'Union africaine élargie donc à la République fédérale de Somalie. La délégation djiboutienne comprenait également M. Mohamed Siad Douale, ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique, des représentants permanents des Nations Unies, ainsi que de M. Abdi Mahmoud Aïbé, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent de l'Union africaine. Organisée du 29 au 31 juillet, cette rencontre de haut niveau s'est articulée autour de plusieurs étapes successives, à savoir les consultations techniques et militaires, la réunion des ministres de la Défense et puis la session du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue le 31 juillet à Kampala. Et on reste toujours en Ouganda où les dirigeants africains réaffirment leur engagement en faveur de la mission de l'Union africaine en Somalie et appellent à un financement renforcé. Les participants ont également mis en avant l'importance d'une plus grande autonomie africaine dans le financement des initiatives de paix et de sécurité. Place cette fois à ce magazine de 22 heures portant sur le permis de conduire. Plus qu'un simple document, c'est un véritable levier pour trouver un emploi dans les transports, la logistique et les services. Auto-école en pleine expansion. Voici le parcours pour décrocher son permis. C'est un grand format de la rédaction préparée et réalisée donc par Ali Abdullahi et Sadir Mohamed. Dans plusieurs secteurs tels que le transport, la logistique ou certains services publics et privés, le permis de conduire constitue souvent une condition essentielle d'embauche. Face à ces exigences du marché du travail, de plus en plus de candidats s'inscrivent dans des auto-écoles afin de renforcer leurs compétences. C'est vrai qu'un nombre important de jeunes demandent l'obtention des permis de conduire. Et notre permis de Djibouti a des renommées internationales. Elle est reconnue partout dans le monde. En ce qui concerne le nombre très élevé de gens qui arrivent et qui demandent ces derniers temps l'obtention des permis, elle leur permet d'obtenir un emploi. Il y a une explosion démographique à Djibouti, des extensions, des nouvelles constructions immobilières, les ports, il y a eu de nouveaux ports. Depuis ces dernières décennies, la demande était vraiment élevée.
Mais le permis de conduire leur permettra d'avoir un emploi, de gagner leur vie. Pour réaliser ce reportage, nous avons visité 3 auto-écoles de la capitale. L'auto-école moderne, l'auto-école Abgal et l'auto-école La Paix. Obtenir mon permis me permettra de trouver un emploi plus facilement et d'aider ma famille, a indiqué ce candidat. L'État djiboutien, en collaboration avec des partenaires privés, renforce la formation à la conduite en modernisant les auto-écoles et en améliorant les examens théoriques et pratiques. L'objectif est d'assurer une meilleure sécurité routière et une formation de qualité pour les futurs conducteurs. Différentes catégories de permis sont délivrées selon le type de véhicule. Chaque candidat doit passer un examen théorique, code de la route, et un examen pratique, la conduite. Un contrôle médical d'aptitude est également exigé selon le type de permis et la formation comprend 2 volets essentiels. La formation en circulation, le positionnement, les intersections, la conduite sécurisée et une formation théorique liée à la vitesse, la signalisation, les sanctions et les préventions routières. L'obtention du permis B repose sur 2 examens. Examen théorique général où 40 questions en minimum, l'on attend 35 bonnes réponses. L'examen pratique, minimum 20 heures de formation et une durée de 30 minutes, ainsi qu'un parcours en circulation avec un examinateur. Selon responsable de l'auto-école Abgal, le système djiboutien prévoit plusieurs catégories de permis adaptés aux différents types de véhicules. Chaque catégorie nécessite la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique de conduite. Je souligne l'importance de la discipline de candidat et il y a également une hausse de la demande pour les permis de conduire. Le rôle essentiel du permis réside dans l'employabilité des jeunes. Aïcha Hassan, responsable de l'auto-école La Paix, insiste sur l'importance de la formation et de la sensibilisation à la sécurité routière. La formation comprend la conduite en circulation, le positionnement sur la chaussée, la gestion des intersections, le respect de la signalisation, une formation théorique axée sur la prévention des risques, la vitesse, les règles de priorité et les sanctions prévues par le code de la route. Elle évoque également les défis rencontrés lors de formations, l'importance du respect du code de la route, ainsi qu'une meilleure collaboration avec les autorités du pays. C'est international برميدين ودن ولي بالغوتا أنا يوروبا أنا أربعة دحديدا ودن ولي بالغوتا. Mokhtar Mohamed Roblé est gérant de l'auto-école moderne. Il met en avant la modernisation des outils pédagogiques, le suivi personnalisé des candidats, le renforcement de la sensibilisation à la sécurité routière et son impact socio-économique qui, a-t-il souligné, est important à bien des égards. En parlant de ces 41 ans d'expérience et d'existence de notre auto-école, qui est l'auto-école moderne, j'ai une pensée au fondateur de l'auto-école moderne, qui n'est autre que mon père, M. Mohamed Roblé Ouaïs, qui a tant donné pour que nous ayons un certain standard de formation à la conduite et au code de la route. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de développement, d'innovation pédagogique, de stratégie moderne d'apprentissage et d'amélioration continue de nos services. Nous, en tant qu'auto-école, notre auto-école qui est l'auto-école moderne, nous exigeons une certaine discipline et assiduité de nos élèves dans la poursuite de leur apprentissage au code de la route et à la conduite. Outre la formation de nouveaux candidats, de personnes qui, pour la première fois, passent leur permis de conduire et apprennent le code de la route et la conduite, nous formons aussi pour le perfectionnement à la conduite pour les conducteurs professionnels, tels que ceux qui travaillent dans le port. Notre auto-école est l'une des rares auto-écoles qui possède ou qui enseigne toutes les catégories de permis. Au-delà de la formation technique, le permis de conduire joue un rôle essentiel dans l'intégration sociale et économique. Pour de nombreux jeunes, il représente une étape décisive vers l'indépendance financière et l'accès à l'emploi. Mon but, c'est
mes parents ont 2 voitures en fait, mais ma mère elle est en fait malade. Pour cela, j'aimerais aider en fait pour la famille, déporter les petits enfants. Le but de l'acquérir, c'est d'être financièrement, non pas financièrement, mais indépendante. Le fait de partir là où je veux avec mon voiture et tout. Voilà, c'est tout. Ces permis professionnels sont les catégories C et D et exigent également des examens pratiques rigoureux. C'est ce que nous témoignent ces jeunes candidats. Avec la croissance du secteur du transport et des services, la demande en conducteurs qualifiés continue d'augmenter. Soulignons également l'importance d'un système de formation structuré et exigeant. Le système djiboutien prévoit plusieurs catégories de permis adaptés au type des véhicules, chacune nécessitant la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique. Au-delà de la formation technique, le permis joue un rôle crucial dans l'intégration sociale et professionnelle et favorise l'indépendance et l'autonomie financière. Il faut savoir une chose. Durcir le permis va garder la valeur réelle de notre permis. Nous avons le droit et le devoir de préserver la qualité. Surtout, il y a la qualité et la valeur. La qualité des permis qu'on les donne, c'est un document authentique, original, avec des cachets secs. Et respecter les différentes étapes, le code, le conduite intérieure et extérieure, cela permet aux jeunes d'apprendre facilement et de respecter les codes de la route, d'éviter beaucoup d'accidents, de sauver des vies. Ça rentre dans la sécurité routière. Le permis de conduire à Djibouti est devenu un véritable levier d'insertion sociale et professionnelle. Grâce aux efforts conjoints de l'État et des acteurs privés, la formation continue évolue afin de garantir sécurité, compétences et opportunités pour les futurs conducteurs. Également dans l'actualité, la gendarmerie nationale a organisé du 26 au 30 juillet un stage de formation consacré aux techniques d'intervention sur véhicules au profit du personnel du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Cette formation a réuni 18 gendarmes du GIGN et avait pour objectif de perfectionner leurs compétences en matière d'intervention tactique sur différents types de véhicules, dont le respect des exigences opérationnelles et des règles de sécurité. Dispensée par des instructeurs de la gendarmerie de la République de Turquie, cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération étroite entre les 2 institutions en matière de renforcement des capacités opérationnelles et d'échange d'expertise. Durant 5 jours, les stagiaires ont suivi un programme intensif alternant enseignement théorique et mise en situation pratique. Les principaux modules ont abordé les techniques d'intervention sur des véhicules légers 3 à 5 portes, les techniques d'intervention sur un bus, les méthodes de fouille de véhicules et de palpation de sécurité des personnes à bord, la position de tir au pistolet automatique et au fusil, suivie d'une séance de tir pratique. Cette formation s'est achevée par un exercice de synthèse permettant ainsi aux stagiaires de mettre en application l'ensemble des techniques acquises au cours de la semaine, dans un scénario opérationnel réaliste et ce en présence de la chef de mission adjointe de l'ambassade de Turquie à Djibouti, du colonel attaché militaire de l'ambassade de Turquie, du conseiller en coopération sécuritaire, du coordinateur également de la TICA et de plusieurs officiers de la gendarmerie. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. À Gaza, une frappe aérienne israélienne a détruit 2 entrepôts de médicaments d'un hôpital à Deir el-Balah. Les autorités sanitaires ont indiqué que la frappe avait également endommagé les cliniques ambulatoires de l'hôpital, perturbant ainsi une partie des services médicaux assurés aux patients.
Cet incident intervient alors que le système de santé à Gaza est confronté à de graves difficultés marquées par une pénurie de médicaments, de fournitures médicales, ainsi que par les dommages subis par plusieurs établissements de santé depuis le début du conflit. Et pour clore ce journal, nous allons au Japon où les autorités poursuivent leurs efforts de secours et d'évaluation des dégâts après le puissant séisme qui a touché la préfecture de Kumamoto dans le sud-ouest du pays. Cette surveillance renforcée de l'activité sismique et d'éventuels repliques d'une magnitude de 7,1. Le tremblement de terre a provoqué des dégâts dans plusieurs zones, tandis que les équipes d'intervention et les services de secours continuent d'apporter une assistance aux populations affectées et d'évaluer l'état des infrastructures. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.